Il y a des congelés dans 5 ans, mais genre. Drôle de bruit dans la cassette. Qu'est-ce qu'elle s'entend? La fin des années 80 m'a permis de découvrir les bases de la musique en tant que matière et en tant que méthode. Notre maison était devenue un home studio dans lequel traînaient parfois quelques croquettes pour chats, mais surtout le Tascam 388, l'Atari 1024 et son Cubase, l'Akai S900 et ma Fender Stratocaster Crème. La découverte de Jimi Hendrix en 1988, de De La Soul en 1989, Lenny Kravitz en 1990 et surtout de Sly Stone en 1991 crée un combustible artistique si puissant que mélangé aux influences accumulées durant mon plus jeune âge mène à l'explosion, le Big Bang. Début 1991, la guerre du Golfe nous rappelle bien que le peace and love n'est qu'une illusion, malgré l'arrivée massive de pilules d'ecstasy. C'est aussi la première mise en ligne du World Wide Web. C'est la mort de Serge Gainsbourg et de Freddie Mercury, et la naissance de Vianney et de Tyler, the Creator. Variation géographique. Go for it. Après avoir décortiqué les Jungle Brothers, Public Enemy et De La Soul, on s'était décidé à faire du rap avec mon pote Vander, guitariste de mon groupe à cette époque. Vander, attention, avait du solar en lui, ce qui n'échappa aucunement à Philippe Ascoli, pote de mon frère, lui aussi DH et Polydor. Ce travail acharné à maîtriser la fabrication de titres à base de samples m'aidera à faire mes chansons et les arranger par la suite. Et aussi, grâce à ces premiers jets de hip-hop tranquille, j'ai réussi à attirer l'attention sur mes démos. Pendant ce temps-là, Nirvana sortait son album et redéfinissait le terme de rock vénère. Pas trop mon truc, mais bien conscient qu'ils avaient la maîtrise du passage couplet-refrain. Très, très efficace. Arsène Pigalle était vivant, le groupe en pleine naissance. On passait des heures au studio Ornano pour monter notre premier concert. Des heures à apprendre à chanter, à jouer et donner des signes pour changer de partie. C'était pas gagné, mais jouissif. Le New Morning sera notre premier vrai concert, car celui qu'on devait faire au studio A 3 mois avant avait été annulé pour vol de bière. Les gros bad boys qu'on était. Je compris ce soir-là que la scène était tout autre chose. Un truc entre la vie et la mort, entre le plaisir et la souffrance, où le temps n'était défini que par le tempo des chansons. Bonsoir, nous sommes le Arsène Pigalle Band. Un truc à ne jamais s'en remettre, enfin pour un mec timide comme moi. Je compris aussi que ce groupe, cette formation en l'état, n'irait nulle part. Pomme Z, on efface tout, seul Rico et Cubain resteront. Les Red Hot Chili Peppers nous narguaient de loin. Cette énergie, même si j'ai jamais tripé la voix ni vraiment les compos, je trouvais le groupe surpuissant. Cette rigidité, cette souplesse inimitable donnaient envie de remonter sur scène. Ma massette de Kravitz me foutait les glandes par contre. Des grosses boules de jalousie. Quel niveau! Le mec avait atteint en si peu de temps la classe et le style qui allait tout bouleverser. Il maîtrisait le revival comme personne. Casting, le son de folie. Alors que Prince, lui, dérivait petit à petit vers un truc qui m'échappait. Un truc moins Prince. C'est cette envie d'être dans l'air du temps, alors qu'il avait toujours dessiné la direction pour tout le monde, ça me dérangeait. Mais bon, j'avoue qu'aujourd'hui je peux le comprendre. Dur métier que d'être Prince. Bon, je dois quand même avouer que Money Don't Matter Tonight est un titre imparable. M'a toujours fait penser au refrain de Deacon Blues de Steely Dan, que j'adore vraiment particulièrement.
En parallèle, ou en diagonale, ça dépendait des heures, je m'exerçais au bricolage visuel, à base de collage, de peinture et de toute technique ne nécessitant aucun travail sur ordi, car même si on avait un Atari, on ne pouvait pas faire grand-chose avec, du moins en ce qui concernait l'image. Car en 1992, avec mon computer, au moment où Euro Disney ouvre ses portes, Nous sommes à quelques 7 minutes de la Mondovision. et que les 12 États membres signent le traité de Maastricht, je suis pris d'une incroyable confiance en moi et je réussis à produire 13 démos qui tiennent la route. Avec l'aide de FabFab, pas cubain mais l'autre Fabrice, et du soutien solide de Rico Blanco, j'avais entre les mains les premières versions de Que justice soit faite. Le plus dur allait commencer. Cette année-là, nous perdons Michel Berger et Benny Hill. Et accueillons le regretté Mac Miller et la très chouette Camélia Jordana. Suivant les conseils de mon père et de quelques vieux renards malins, on décida de produire l'album en le réalisant dans notre 3 pièces sous les toits de la rue Copernic, mon quartier de jeunesse. On loua un Tascam MSR 24, un bloc de 2 préamps EQ Nive et on retourna à l'appart pour en faire un studio, malgré les hurlements de nos voisins d'extrême droite. Mon frère était censé me canaliser et mener à bien les opérations, pendant que Philippe Serboneski, avant qu'il ne s'appelle Zdar, prenait le son et de longues taffes sur ses mini-sticks de hache. Il avait été mon instructeur au studio Plus 30 quand j'avais eu cette drôle d'idée d'être assistant. Le pire assistant du monde selon ses dires. Moi ? Ah bon ? Durant plus de 2 mois, FabFab et Rico Blanco ne faisaient qu'un avec le canapé. Philippe Ascoli passait de temps à autre et Paolo était toujours derrière son appareil photo. « 92 est trop intense pour moi. Je suis auto-centré et incapable de réellement percevoir ce qui se fait autre part que dans mon salon. Jump Around the House of Pain, Sexy Motherfucker de Prince, Connected des Stereo MCs, et Killing in the Name de Rage Against the Machine passeront une tête rue Copernic. Plus de 6 mois pour dealer l'album chez Virgin. Car en 1993, proposer un album en licence n'était pas commun. Les majors n'étaient pas à l'aise avec ça. J'étais déjà éditeur de mes chansons, et une licence voulait dire que je restais producteur. Un caillou dans leurs chaussures pointues. Ça me laissera le temps d'aller voir Jurassic Park, que j'interpréta comme une métaphore de mon futur proche. Pendant cette infernale période d'attente, Rico et Cubain font la connexion avec Marlon, un batteur qui groove de folie, qui connaît Sly Stone, Prince, et surtout 2 autres mecs qui jouent aussi de folie, Seb Martel et Hervé Salters. Un groupe se forme, le Système Sinclair. Notre but est de produire. Que justice soit faite sort enfin et le sacré bordel se met en marche. On commencera les concerts au studio de la scène devant l'équipe de Virgin. En passant par le New Morning. Éric Laporte, Rico pour les intimes. Oui, il y a 2 Rico, 2 Fabrice et 2 Philippe. Donc, Éric prend les rênes du tour management et nous monte un planning qui ne ressemble à rien de ce que j'ai connu en termes de planning. Des dizaines de dates.
Avant que 1993 ne devienne 1994 en un clin d'œil, on écoutera dans nos loges A Tribe Called Quest, cette voix de Q-Tip. Wow. Björk, cette voix de Björk. Wow. Et aussi ma plus grosse gifle à plein de niveaux, Jamiroquai. Ce petit mec à chapeau poilu glissant comme une savonnette me fera triper tout en me mettant un cafard gigantesque. On n'est pas du tout au niveau, les gars, mais pas du tout. Le concept de la machine à laver nous pète à la gueule. On va apprendre à jouer ensemble, à vivre ensemble et faire des milliers de kilomètres en camionnette. Manger dans des stations-service, porter le matos vintage qui pèse des putains de tonnes. Dormir jamais dormir, cette aventure ne laissera personne indemne. Mais, porté par une sorte de succès d'estime et d'une hype certaine, on ira de date en date sans jamais se reposer et sans jamais faillir. Le devoir avant tout. Les concerts se passent de mieux en mieux, mais l'album ne prend pas. Les radios ne trouvent toujours pas de tube, malgré les singles sublimés par les clips de Seb Janiak. Horrible frustration. On fera un 3e New Morning, après avoir fait de la promo, des taratata, des duos avec MC Solar, des remixes marqués hip-hop hybride, des nuls par ailleurs. On ira faire des festivals. C'est d'ailleurs un soir de festival que je vais rencontrer Emma. J'entre en contact avec le futur en m'achetant un GSM Motorola Microtac 7500. Ambiancé par le son moderne de Glorybox de Portishead, de l'incroyable Girls and Boys de Blur, le sabotage des Beastie Boys et le loser de Beck. Finira cette tournée à Montréal avant de prendre la route pour passer 10 jours à New York. J'allais découvrir cette ville que je connaissais quasiment par cœur graphiquement, sans n'y avoir jamais foutu les pieds. Avec mes amis fidèles et mon amoureuse, le crew en quelque sorte, je pris New York en pleine poire. Ces sons, cette hauteur, ces designs et ces endroits mythiques. Tout ceci me donna des envies de musique, de liberté et de grandeur. Une montée d'ego phénoménale. Enfumé jusqu'aux oreilles et baigné par le son de Larry Graham, de Betty Davis, Parliament. Je regarde cette vie qui s'ouvre à moi. Le retour au présent sera un peu pénible, j'avoue. Je refuse de sortir un 3e single, et je ne pense qu'à une seule chose, c'est d'enchaîner sur mon 2e album. En 1995, la musique internationale était penchée sur le rock grunge, mais la soul music reçut la lumière de D'Angelo. Claque monumentale, ses arrangements de voix, cette prod minimale réinventait le R&B.
Pendant que les Chemical Brothers réinventent le beat, Pharcyde temporisait la montée de violence dans le rap. Et Prince venait de me gifler la face comme personne avec son intro dans... Ouais, salopard. Le peu de budget et notre condition de producteur-éditeur nous laissaient peu de choix dans l'enregistrement du second album. Loin de mes envies américaines, on s'enferma dans la maison de Cubain au milieu de la Corrèze froide et humide du plein hiver. C'est vrai que là, l'éclairage, c'est carrément l'enfer. L'impression d'enregistrer ce disque en 1942. Étienne de Crécy remplace Asdar et devint l'ingé son du deuxième album. On a débarqué avec autant de matos qu'un magasin de musique de Pigalle, la folie. Tout ce qui traînait partout chez les uns et chez les autres finit dans la maison d'Argentat. L'idée était simple, on voulait reproduire sur disque l'énergie qu'on avait sur scène. Mais l'énergie qu'on avait sur scène à cette époque-là était due à 80% au public. Alors oui, on expérimentait des choses, mais sans jamais vraiment surprendre. À part peut-être cette guitare synthé que j'aimais par-dessus tout. Ouais, j'adorais. Ça tourne. Et cette prise en extérieur. On passa des semaines difficiles, j'avoue. On cherchait de l'énergie, on produisait de la musique, mais on avait beaucoup trop de concerts dans les pattes. Je roule entre mes doigts. Et c'est... Délicat. Et beaucoup trop de joints dans la tête. Certaines idées sont nées sur une table de cuisine et certaines pochettes sorties directement du Polaroid. On termina l'enregistrement de l'album avec une session de cuivre au studio Plus 30. Mais malgré ces arrangements, malgré ce son de groupe, je ressentais une frustration et un sentiment d'inachevé par rapport à cet album. J'adorais les chansons, mais l'impression de ne pas être allé au bout de ce disque. Faut dire qu'à l'époque, j'étais pas un mec facile, impossible de communiquer simplement, et une faculté à me braquer de folie. Un mec relou, quoi. Un tremblement de terre tue plus de 6000 personnes au Japon. Donald Pleasence et Jerry Garcia nous quittent. C'est l'arrivée de la PlayStation. Avant même de sortir l'album, on remonta le groupe, mais sans Seb ni Hervé, qui avaient eu leur dose de machine à laver. L'idée était d'avoir 2 claviers. Vincent prit le rôle du Docteur Fou avec ses samples et son B3. Et Fixie, celui du Master Piano Keyboards, synthé en bandoulière. Mathieu Chédid nous rejoigna pour cette aventure tout en couleur. La sortie de l'album fut chaotique, malgré des clips vraiment super. Une imagerie forte, des couleurs, ça y avait des couleurs, j'avoue. Mais surtout des prestations télé dignes de ce nom. Je repense au Taratata, surtout au Nulle part ailleurs avec À la ronde. Ça envoyait un message bien clair. Nous, on joue.
pas un morceau ne trouvait sa place en radio. L'intérêt suscité par le premier album se dissipa en une poignée de semaines. Entre colère et désespoir, je me sentais un peu perdu dans l'espace d'un coup. Notre seule solution était de faire ce qu'on savait faire, des concerts à outrance. Au mépris du danger. Portait bien son nom celui-là. Tout ça dans des conditions de luxe en tout cas. Un bus à couchettes, du décor aux couleurs de nos cheveux. Le délire du live prend forme, la présence scénique jaillit. Mais l'album se plante et le label nous lâche petit à petit. Il nous reste encore beaucoup de dates à faire, beaucoup trop de dates. Des grosses scènes, des clubs suintants, tout ça dans un enchaînement frénétique. On passera par le Japon, je ramènerai enfin la PS1. On ira jusqu'en Amérique du Sud, en Argentine, au Chili, où l'un d'entre nous a failli passer le restant de ses jours dans la prison centrale de Santiago. Bad Boys Forever. Tout ceci poussant nos relations internes jusqu'à l'explosion. Ce sera la fin d'un cycle, la fin d'une certaine amitié, la fin du système Sinclair. Fin 95, nous décidons avec DBF et Hubert de récupérer le studio de l'oncle Sam pour en faire le Labomatique. Boule à zéro et cheveux peroxydés, j'y entrepose tout ce que j'ai en ma possession. Tout même la PlayStation. Mon rêve prend enfin vie. Avoir un studio et ne jamais devoir débrancher mes amplis. Beck et son Devil's Haircut fait un bien fou. Les Fujis mettent la grosse tarte à tout le monde. Virtual Insanity de Jamiroquai m'écrase au sol. Et heureusement, qu'en fouillant dans les vinyles de mon frère entreposés dans notre appartement du 10e, je découvre les Isley Brothers, Harvest for the World. Wow. Bam. Avant que ne soit formulée l'envie de faire un nouvel album, on essaya tant bien que mal de ressouder une partie de l'équipe. Marlon et Vincent partageront avec moi des moments de studio et on arrivera à faire la base de Soleil de Marseille. Une chouette réussite. Mais l'évidence était là. Je ne pouvais plus supporter l'idée de groupe. Le temps de l'émancipation avait sonné. Pendant des semaines, voire des mois, Fabrice, dit Fab. on passe à nos journées, la plupart de nos soirées et parfois nos nuits au studio avec Fab, compagnon de longue date qui n'a jamais partagé les tranchées de l'interminable tournée. Filme l'écran. La vérité jaillit du disque dur. Mais avec qui je partageais le plaisir des mots Fabrice, c'est le moment incroyable de la pizza. et la PlayStation. Lara Croft nous avait au creux de sa main. L'enregistrement de La Bonne Attitude venait de commencer. Du matin au soir, du soir au matin, à fond. En récupérant le studio, on récupéra le piano aussi. Une des meilleures nouvelles pour moi. Sans complexe, je m'amusais à frôler les frontières de la variété. Minolta. Hubert bossait avec Solar de l'autre côté du studio. Il m'avait demandé de faire des pianos et des voix et des guitares sur plusieurs titres. C'est en bossant sur Paradisiaque
que me vint la suite harmonique de mon idole. On peut le dire, mon idole est une espèce de pompe de Love Hangover de Winehouse. Eh ouais. Et je ne vous apprendrai rien en vous disant que la cocotte de l'épreuve du temps est largement inspirée de la cocotte de Saturday Night Fever. L'album était lancé. Et le fait de partager la production de ce disque avec mon père, cet ingénieur du son de génie, changea tout. Je sens le temps qui se décline. J'ai l'impression d'être impuissant. J'ai des montées d'adrénaline, mais je me fais machinalement du mauvais sang, mais je m'obstine et je me reprends. Je me sens résistant à présent. Il a su me diriger et me laisser faire mes folies tout en poussant toujours plus loin les morceaux. Et le son. C'était enfin un son moderne et précis, bien que nous ayons opté pour 202R, des consoles bon marché mais totalement numériques. On avait déjà l'audio dans le Mac. Les manipulations en tout genre me faisaient totalement triper. La bonne attitude est née après un tel chaos et m'a plongé dans une telle bulle spatio-temporelle que j'ai eu du mal à me faire à l'idée que ce disque était terminé. Avant la phase des mix, je passais voir Hubert de son côté. Il écoutait un vieux disco garage bien tripant. La partie de basse était cool, alors je me suis mis à essayer de la reproduire, mais évidemment, il est sorti autre chose. En 15 minutes, on avait mis 4 micros sur la batterie et on se mit à jouer sans réfléchir. 2 prises basse-batterie, rien d'autre. Le DX7 avec le son de flûte pour la nappe, 2 prises de guitare, l'orgue, le SH9 et l'écriture du texte dans la nuit en chantant en même temps. Le feu quoi. Ensemble venait de naître. En l'écoutant le lendemain, DBF eut l'idée de faire chanter mes potes pour donner cette impression de fête. 3 coupes de champagne plus tard et le tour était joué. Plus personne ne voulait quitter le studio. Mais la vraie leçon de ce disque, c'est la participation de Pierre Adnaud, arrangeur d'exception, fan de Prince et surtout de son arrangeur Claire Fischer. Beaucoup d'atouts pour un seul homme. Et le piano commence sur la première mesure. On check le clic. Hein. Oui. Et on fait bien le silence avant la prise. Les arrangements de cordes et l'ampleur qu'apporte cet orchestre à ces 3 titres du début de l'album, je dis 3 car je considère l'intro comme un titre, donnons à ce disque une toute autre allure.
D'un coup, ce n'était plus un album de funk, mais un album de musique, de chansons. Ce n'était plus une histoire de groupe, mais bien mon histoire à moi. De retour chez Virgin avec un album inattendu, les moyens seront mis en place. Mondino pour la pochette, clip à New York avec Seb Janiak, avec la présence de Fab Fab, d'Ascoli et de mon frère. Les gros moyens, quoi. Yeah, my friends. Et première télé en mode serious crooner. Invincible et l'épreuve du temps avec Pierre Hanno et un mini-orchestre. Cubain au percu et la chorale gospel des frères Filet. Ses blessures s'effacent lentement et le cœur assure le mouvement. Métronome de chair et de sang, mais le rythme ralentit, s'affaiblit, et pourtant on se sent invincible. Oh, 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 oh. On ne sait jamais jusqu'à quand, à quel point on est résistant à l'épreuve du temps. En mouvement, je me déplace entre les lignes, je cherche à y marquer mes signes, je cherche à les rendre évidents, je cherche avec mes 600, j'avance dans le sens de l'existence et j'essaie de passer l'épreuve du temps jour après jour. Ah pourtant, et j'essaie de passer l'épreuve du temps jour après jour à 100%. C'est en chantant que je prétends simplement passer l'épreuve. Qui se décline, j'ai l'impression d'être impuissant. Je vais monter d'adrénaline et je me fais machinalement du mauvais sang, mais je m'obstine et je me reprends, je me sens résistant à présent et j'essaie de passer l'épreuve du temps jour après jour à bout portant et j'essaie de passer l'épreuve du temps jour après jour à 100% et j'essaie de passer l'épreuve du temps et j'essaie de passer l'épreuve du temps à
à 100%. C'est en chantant que je prétends simplement passer l'épreuve. J'essaye de passer l'épreuve du temps, le temps. J'essaye. Si tout le monde pouvait donner un peu de temps pour chanter ensemble. Et j'essaie de passer l'épreuve. J'essaie de passer l'épreuve du temps, le temps. Et j'essaie de passer l'épreuve du temps. Un plaisir tellement fort, tellement nouveau, cette puissance musicale. Il faudra le reproduire sur scène, chose qu'on fera plus d'1 an après, au Zénith de Paris. Mais ça, je vous le raconterai une autre fois.